Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui est présenté par Zoom Academy. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Smirnov, un professionnel d'exception qui a réellement marqué le monde de l'événementiel par son leadership et certainement par son sens des stratégies et sa passion pour la création d'expériences absolument uniques. J'ai hâte qu'on puisse en jaser. Philippe est actuellement directeur principal de production chez Evenco et il supervise aussi tous les festivals OBNL, OBL, ainsi que toutes les salles, incluant le Centre Bell à Montréal, évidemment la Place Bell. Il a travaillé sur certains des plus grands événements au Canada, notamment, vous connaissez évidemment le Grand Prix du Canada, la Formula E de Montréal et de Vancouver, ainsi que plusieurs festivals produits par Evenco, dont Oshiaga, que nous connaissons tous, évidemment. Alors, c'est une immense fierté d'avoir Philippe avec nous à titre de conférencier maintenant chez Zoom Academy. On est heureux de pouvoir compter sur ton expertise, Philippe, et on est certainement très heureux de t'accueillir dans ce webinaire. Alors, d'abord, je te souhaite la bienvenue. Je suis très content là, que que tu aies pu te joindre à moi ce soir. Merci infiniment. Le plaisir est C'était le tout. mien, mais ça se peut que vous entendiez mes enfants dans le background crier. Désolé d'avance. Écoute, on aime les enfants, ça fait partie de la vie. Alors, ne t'en fais pas avec ça. Oui. Ça se fait de façon tout à fait relaxe. On jase ensemble et si on entend tes enfants, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il va peut-être aussi y avoir des gens qui vont avoir des questions. Donc, je vais inviter les gens peut-être à nous poser les questions peut-être plus vers la fin. Comme ça, on sera on sera plus prêt pour répondre à toutes les questions qui seront posées. Mais pour commencer, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours. Ça m'intrigue beaucoup. Comment es-tu arrivé, toi, dans le monde événementiel et plus particulièrement dans l'univers de l'automobile et des grands festivals? C'est tout un parcours là, que tu as eu là, dans ces dernières années. C'est- Oui, je vais essayer de faire une réponse courte parce que la vérité, c'est que c'est pas simple d'arriver à cette conclusion-là. J'ai commencé, j'étais un passionné de golf au départ, mais j'avais plus de vouloir que de talent. OK. Donc, un coach en particulier m'a recommandé d'aller aider quelqu'un à organiser un événement de golf. Ah, OK. Puis, j'ai accepté, puis je suis tombé en amour, en fait, avec l'événementiel, pas le sport lui-même, mais euh, il y avait un trou, c'était un trou de prolongation, puis on venait d'organiser ça, puis tu es tellement fier de présenter ça à tous les participants. Euh, le joueur avait fait un coup impossible à faire, puis tout le monde s'était mis à crier, puis ça m'avait pris par en dedans. Je me souviens encore, j'avais sauté pour aucune raison. Puis c'est là que je me disais, OK, c'est quand même quelque chose de spécial. Le fil en aiguille, je suis quand même assez autodidacte et j'avais besoin d'aller chercher plus d'argent en toute transparence, fait que j'ai appliqué à la F1 à Montréal et on m'a demandé si j'aimais la F1, puis à l'époque, j'ai dit non parce que Ah, j'en connaissais pas plus, mais j'étais très bon pour organiser le tout. Ça faisait plusieurs années que j'avais monté les échelons dans un événement de la PGA, donc j'étais à l'aise t'as d'organiser ça. commencé quand même jeune, hein, je pense, Philippe? Oui, j'ai Assez jeune, commencé hein? très jeune. J'ai commencé, j'avais 16 ans Ah oui, c'est ça dans quand le même. domaine. Puis Mhm. j'avais déjà pris. Encore une fois, je comprends pas pourquoi ces personnes-là avaient fait confiance dans un jeune de 16 ans. C'est quand même intimidant. Mais Ouais. je veux dire, j'ai dit oui, en fait, à des défis. Puis j'ai toujours été en mesure de, en bon français, put my head down, puis foncer, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une de tes caractéristiques, hein. T'es un homme qui est très passionné, je pense. C'est que quand tu fais les choses, tu les fais bien. D'ailleurs, il y a même quelque chose que j'ai vu que tu avais cité quelque part, là. Il y a comme, peut-être que je me tromperais, là, mais il n'y a pas d'excuse pour être en retard ou, est-ce que c'est pas quelque chose, une phrase qui t'appartient, ça? Non, ben écoute, ça se peut que j'aie dit ça, mais Ouais. oui, effectivement, je suis assez fonceur, là, fait que dans le fond, dans les premières années de course automobile,
On m'avait demandé si j'étais capable de faire du AutoCAD, puis j'ai dit d'ici lundi, je vais être correct. Je me suis arrangé pour être en mesure de faire du AutoCAD, faire les plans, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à manger tous les livres que je pouvais à ce sujet-là. Et mon premier mandat qu'on m'a offert, en fait, parmi l'organisation qui organisait le Grand Prix, c'était d'aller construire une piste et un événement de course à Edmonton. J'avais 19 ans. Fait que je me suis ramassé à négocier avec les ingénieurs de la ville pour créer une piste que, à l'époque, j'avais aucune idée comment faire, mais maintenant, c'est une toute autre histoire. Ça fait vraiment longtemps de ça. Puis, ça fait super bien été, mais je travaillais de 5 heures le matin à 2 heures du matin avec une énergie d'un autre que je n'ai plus. Moi, je comprends, c'est beaucoup de travail. Et surtout quand tu gères, toi, tu gères des événements de grande ampleur, mais aussi tu coordonnes des personnes, des fournisseurs, des artistes, des partenaires. Je me trompe pas, là, hein, tu fais tout ça, là. Oui, exactement. Ben, mettons un Grand Prix ou une course ou même des festivals, c'est énormément d'infrastructures temporaires. Donc, on parle de budgets qui sont dans les dizaines de millions de dollars et ça représente, mettons, une course automobile autour de 195 fournisseurs différents, 4000 travailleurs. Puis, c'est de faire vraiment un plan premièrement, d'investissement, essayer de trouver une manière que ça coûte le moins cher puis que ça offre le plus d'opportunités pour faire des revenus. Que ce soit des revenus par la billetterie, par le sponsorship, des revenus par les Les packages commandés. corporatifs. Exactement. Donc, toutes les concessions. C'est vraiment essayer de créer des environnements qui sont faciles à maximiser chaque dollar investi. Puis, par la suite, c'est bien facile de tout imaginer, mais coordonner tout ça, Ouais. ça prend quand même quelques temps. Puis Ouais, surtout, coordonner tout ça pour arriver au bon jour, à la bonne heure, au bon moment, tout le monde ensemble. Ça, ouais, puis c'est ça une qui est grande demandé. question, je me dis, comment tu fais pour garder le contrôle là, sur autant d'éléments tout en même temps, pour que tu aies encore une bonne ambiance d'équipe, parce que là, tu gères aussi une équipe, non? Exactement. Oui, Euh, il y a du monde qui sont faits pour ça. Il y en a d'autres qui le sont moins. Ça, c'est oui, certain. oui, Mais souvent, quand tu es bien organisé, puis que la vision est claire, puis que les responsabilités sont claires, c'est beaucoup plus facile. C'est quand il y a des lignes grises que ça commence à être que certains caractères peuvent embarquer un par-dessus les autres. Je te dirais qu'avec expérience, euh, the devil is in the details, c'est certain. Donc, il n'y a rien de plus important qu'un bon organigramme avec une oui. compréhension des responsabilités puis des attentes. Ouais, c'est sûr que quand on a une vision claire puis que tout est en place, c'est ce qu'on dit à nos étudiants, quand on a un projet qui est bien coordonné, en fait, qui est bien, que la vision est claire et que tous les éléments ne nous échappent pas, il y a une grosse faisabilité. C'est plus facile là, de le réaliser puis de passer à l'action, au fond. C'est certain. Puis, tu sais, que tu as parlé un peu d'événements de. En fait, j'avais quitté la Formule 1 pour aller faire la Formule 1 parce qu'il y avait une raison sociale en arrière. Ouais. C'est certain, quand tu amènes une raison de travailler, ben, le monde se donne un petit peu plus quand ils l'ont à cœur, celle-là. Fait que, Mhm. en ce moment, que ce soit les festivals ou les shows de musique, ben, tout le monde fait ça pour les bonnes raisons. Puis c'est de divertir puis d'amener justement là, ces spectacles-là au moindre coût à tout le monde. Quels sont, parlant de ça, justement, les shows de spectacle et tout ça, quels sont ceux dans lesquels tu es responsable, à Montréal, Québec ou, bon, au Ben, Canada? c'est certain que depuis un an, je suis plus dans un rôle de stratégie et de direction de l'entreprise. Donc, c'est vraiment mon équipe qui s'occupe d'avoir ces événements-là vraiment sous leurs ailes. OK. Moi, je suis là pour les aider à guider la stratégie puis s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais on a Oshéaga et le Sonic Lasso, qui sont nos festivals maîtres chez Evenco. Du côté Spectra, il y a les jazz, les Franco, Montréal en lumière. Euh, Puis effectivement, là, tous les shows en salle, ça représente à peu près 1600 shows par année. L'impact Quand même. économique est assez majeur. Mais oui.
Et parmi toutes ces réalisations, dis-moi, y a-t-il un projet ou un moment dont tu es particulièrement fier? Y a-tu un en Ben, je particulier qui... dois, oui, absolument. Ben, j'ai fait 7 ans avec le groupe Octane qui avait la F1, qui a fait du Indy, du NASCAR. Puis après ça, je suis parti à mon compte. Et OK. puis, j'ai eu la chance de dessiner des pistes de course un peu partout dans le monde, d'encadrer les séries à décider comment structurer leur, 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 leur coût, comment structurer les événements. Puis, c'est facile d'être engagé pour dessiner une piste, pour faire le modèle d'affaires, puis Mhm. faire toute l'étude de coût qui vient avec ça, mais c'est très difficile d'avoir un mandat parce que c'est pas des choses qui tournent à tous les coins de rue. Puis j'ai eu la chance de construire une piste et encadrer le promoteur en Suisse à Berne OK. et à Zurich. C'était exceptionnel comme expérience, puis c'est certain que celle-là, je l'ai pas mal à cœur, là. Wow. C'est une belle fierté, je comprends. Euh, Oui, on dit souvent qu'on apprend de nos erreurs et que de nos réussites. C'est souvent là qu'on apprend dans nos erreurs. Peux-tu nous partager un définitif. moment difficile ou une erreur, toi, qui t'a permis de grandir dans ta carrière actuellement? Ben, écoute, il y en a plein d'erreurs. Je dirais que ce n'est. Ouais, mais, la plus grande leçon, en fait, tu sais, c'est certain que la pandémie a été très difficile, euh, mais à travers tous ces événements-là, la plus grosse, si tu veux, peine professionnelle, ça a été Ouais, Vancouver qui ouais. n'a pas eu lieu. Donc, OK. à 2 mois de l'événement, la ville a tiré la plug. Euh, Ça a été une belle leçon pour des raisons qui sont, écoute, d'une Hors part, votre j'en ai tiré contrôle. 3 conclusions à celle-là. OK. C'est certain, sur un board avec des personnes qui ont toutes des têtes fortes, des investisseurs et tout. Malgré que tu sois pas d'accord, des fois, il faut mieux, comment Mhm. dire, être un petit peu plus franc que OK. l'inverse, même si Ouais. ça peut fâcher du monde. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu éviter la ville qui cancelle l'événement? Mhm. Je penserais pas, mais peut-être. Fait que Mhm. d'avoir la lueur d'espoir que ça n'aurait pas été cancellé, ça aurait été quand même plaisant parce que c'était vraiment un chef-d'œuvre de piste et de modèle d'affaires et tout. C'était la meilleure de ma carrière. C'est dommage. Combien de temps est-ce que ça prend, là, justement, pour en arriver à la livraison de l'événement dans un événement aussi majeur que celui-là? Le Ben, dans travail l'exemple, en amont. ouais, ben écoute, il y a 2 volets, là, si tu veux, le volet lobbying, puis préparer les études de cas, puis convaincre. Parce que dans un événement comme ça, faut aller convaincre toutes les organisations en ville qui supportent la ville économiquement, donc tourisme, l'Office du tourisme de cette ville-là, les organisations d'affaires, les organisations internationales, les organisations d'import-export pour essayer de stimuler puis qu'ils comprennent la valeur d'avoir des partenaires internationaux. Donc, le volet lobbying peut prendre 3, 4 ans. Puis OK. après ça, le volet d'organisation, c'est un bon 18 mois. Facile parce que le temps que tu as toute ta structure de coûts et que tu comprends exactement comment ça va coûter, ben après ça, il faut faire toute la structure de pricing puis s'assurer d'être capable d'aller en vente. Donc, aller chercher les partenaires d'affaires pour maximiser leur investissement lors des annonces de ces événements-là. Mhm. Facile, 18 mois. Ah, OK. Oui. Ben oui, il y a beaucoup de travail en amont. Euh, Puis on sait que l'événementiel, évidemment, c'est un milieu qui peut arriver toutes sortes d'imprévus, hein, que ce soit la météo, des délais. Comment tu arrives, toi, à gérer la pression quand il y a quelque chose d'imprévu comme ça? As-tu une méthode pour garder ton calme, par exemple, pour prendre les bonnes décisions rapidement? Ben, écoute, malheureusement, à la fin, tout tourne autour du signe de dollar. Donc, essayer de rationaliser ces décisions-là, souvent, c'est en mettant les plus et les moins. OK. Regarder aussi, tu sais, chaque personne qui sont au bord de la table, peu importe c'est quoi qui se passe ou l'imprévu, tout le monde, dans ma tête, en tout cas, a à cœur qu'est-ce qui se passe, surtout dans des événements. Puis c'est la seule raison pourquoi on est capable de les faire, en fait. Parce Mhm. que c'est des situations impossibles à chaque coin. Les fournisseurs qu'on parlait tantôt,
c'est pas des fournisseurs, dans le cas d'un Grand Prix, qui font ça à l'année. Ils ont d'autres opérations, d'autres types de management. Puis eux aussi, ils se donnent des heures phénoménales pour y arriver. Mhm. Donc, il faut juste pas perdre ça comme perspective, puis d'essayer de comprendre justement le côté, puis avoir un peu d'empathie, ça l'aide énormément. Puis de Oui. verbaliser les choses aussi, encore une fois, être clair selon tes attentes. Ben, souvent, on est capable de mieux communiquer, puis ça va super bien. Mhm. À la fin, il y a bien des choses qu'on peut pas contrôler, puis il Ben faut pas oui. s'en faire avec ceux-là, mettons. Surtout quand on parle de gros événements comme tu réalises dans le cadre de tes fonctions. Moi, je veux rassurer mes étudiants ou les étudiants à venir ou les gens qui ont envie de se lancer en événementiel qu'on commence toujours par le commencement, bien évidemment. Et je pense que tu es un bel exemple, Philippe, qui a commencé en faisant des tournois de golf. Vraiment, c'est un bel exemple que tout est possible aussi pour se rendre d'avoir la vision. Quand on a une vision claire, on peut réaliser ce qu'on souhaite faire. Puis je pense que tu es un bel exemple là, au niveau événementiel. Ça me dit, selon toi, c'est quoi les qualités essentielles justement qu'un bon organisateur ou un gestionnaire d'événements doit avoir? Euh, Honnêtement, je pense que d'avoir le verre à moitié plein, c'est la chose la plus importante. Tout le monde, comme on disait tantôt, vit des moments de pression dans ces événements-là, autant l'équipe et tout le monde veut que ça se passe bien. Fait que d'être pas un yes man ou un yes woman, c'est pas ça parce que c'est pas juste de dire oui, c'est en fait quand il y a une situation qui est challenging, c'est pas est-ce que c'est possible ou non, parce que c'est toujours possible, mais c'est quoi le coût, pas juste en dollars, mais le coût en temps, puis d'arriver à s'exprimer. Je pense que c'est la chose la plus importante, puis d'avoir quelqu'un qui veut travailler en équipe, peu importe si c'est un fournisseur, quelqu'un dans ton équipe. En fait, la réelle affaire, c'est que tout ce beau monde-là, ben, du jour au lendemain, c'est vraiment un petit écosystème. Ben, tu vas te retrouver à les recroiser encore. Ouais. Fait que d'avoir Ouais. cette belle attitude-là, ben, tantôt aussi, ça va payer énormément parce que eux, ils vont peut-être aller un extra mile pour te donner un petit coup de main puis s'assurer Ouais. que tu y arrives aussi. Mhm. Puis sans toutes les personnes qui m'ont aidé, que j'ai croisées, que j'avais donné mon 110%, jamais j'aurais fait tout ce que j'ai réussi à faire à ce jour, puis espérons qu'il y en ait pas mal plus. On sait que l'industrie événementielle a beaucoup évolué, ça a changé. Bon, on a parlé de la pandémie, après ça, ça a changé. Ça évolue beaucoup, beaucoup au fil des ans. Selon toi, c'est quoi les grandes transformations qu'on observe aujourd'hui, notamment pour le festival, les événements sportifs? Euh, c'est quoi les grandes transformations qu'on a eues dans les dernières années? Euh, Dans les dernières années, je pense que si on regarde les grands événements sportifs, c'est vraiment au niveau de l'expérience et je pourrais dire la démocratisation dans un sens de l'expérience VIP, que ce soit avec les Netflix pour, mettons, Drive to Survive, qui est la série de Formule 1, ça donne vraiment l'aperçu de ce que le client ne fait pas aller chercher comme information avant. Fait Mhm. que c'est certain que, il y a de plus en plus de facilité à avoir des expériences premium. C'est de plus en plus populaire, autant en vrai que, à l'extérieur de l'événement. Puis je pense que ça, c'est une grosse évolution. OK. Maintenant, l'évolution technologique AI qui vient avec sur toutes les Ouais, lèvres de nos jours, ouais. c'est certainement euh, tu sais, des événements, il faut quand même des humains pour les exécuter, Mhm. pour avoir la vision, pour comprendre comment faire. Fait que oui, ça va aider dans des outils de coordination d'événements majeurs, mais ça ne peut pas remplacer encore les emplois, tant mieux. Ça va remplacer quelques trucs, ça va simplifier quelques trucs, mais la réalité, c'est que ça va nous aider à juste avoir un meilleur contrôle sur ce qui se passe et donner une meilleure expérience. Il y a Mhm. beaucoup, beaucoup de technologies qui s'en viennent au niveau justement de l'analyse de foule, mais les réglementations canadiennes, que ce soit des analyses par caméra, font en sorte que c'est quand même difficile, puis tant mieux pour notre vie privée. Fait que je te dirais que les prochaines étapes, là, puis il y a déjà des bâtisses comme le Stat et LA Clippers qui a investi des sommes astronomiques pour de l'intelligence artificielle. Eux sont capables de comprendre la situation dans laquelle tu es. Donc, si tu es avec ton enfant,
ben, ils vont peut-être te donner une promotion de popcorn versus si tu es avec un chum, puis ils vont peut-être te donner une promotion de bière. Donc, essayer de maximiser les revenus puis utiliser la technologie pour le faire, ça, oui, ça va aider au niveau de la sécurité. Mais pour l'instant, à court terme, je vois pas comment ça va remplacer des emplois. Ben, c'est une bonne chose. Ça, c'est rassurant de t'entendre dire ça. Je pense que les gens aiment ça, entendre dire ça. De plus en plus, on en Ouais, parle, ben puis, écoute, on se c'est questionne, hein? on a essayé de verbaliser ça le mieux possible, mais c'est de l'utiliser, la technologie, pour rendre le service plus humain. Ouais. Puis si on est capable de faire ça, ben, ça va être une bonne utilisation de la technologie. Mm. Toi, Philippe, dans ta vie, tu as sûrement rencontré des gens incroyables dans ta carrière, j'imagine. Tu dois avoir rencontré plein Ouais. de personnes inspirantes. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné euh, une inspiration particulière? Beaucoup. Effectivement, là, le milieu dans lequel j'étais, et je suis encore, en fait, là, ça amène tout le temps des personnes qui sortent du lot, en bon, entre Ben oui, guillemets. Euh, mais mes partenaires d'affaires de mon ancienne entreprise, puis pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard, slash ma famille en haut, ouais, qu'on a passé à autre chose. Mais j'ai appris tellement. J'avais un de mes partenaires que c'était l'ancien CEO de Lotus F1. Donc, de comprendre sa logique d'affaires, de voir ses tactiques de négociation, ça a été une super belle école. Puis de te faire questionner aussi sur ta propre perspective. Ça l'amène une belle valeur, certainement, mhm, à tout ce qui se passe en ce moment. Puis j'ai aussi des investisseurs qui ont été des grands mentors, dont un qui avait un doctorat en droit immobilier, que chaque histoire était plus palpitante, puis que finalement, il s'était ramassé à négocier un contrat pour Britney Spears dans les droits dans l'espace versus les droits, parce que la Terre, c'était pas assez, il fallait qu'il change le verbal pour s'assurer que s'il y a un satellite sur la Lune qui fait le OK. broadcast de ses chansons, ça soit... Fait que de commencer à penser en dehors de la boîte, mais certainement de voir quelqu'un qui contrôle le droit comme ça, puis qui est capable de jouer avec les virgules, ben ça t'explique qu'il faut que tu en aies dans ton équipe. Ben Parce oui, que quand tu penses que tu négocies avec ces personnes-là, puis que tu gagnes une clause sur deux, ben, il a gagné les deux parce qu'il comprend comment les règlements se passent. Fait comment que, ça fonctionne? ah, Mhm. oui, exactement. Puis la métaphore, c'est bien de être bon au golf. C'est une autre affaire de connaître les règlements. Ouais, ça, ouais, ouais, tu as bien raison. Mais toi, dis-moi si tu avais à créer un événement de rêve, là, dans tes rêves, là. Tu dis, moi, j'aimerais créer tel événement, pas de contrainte de budget. euh, Qu'est-ce que ce serait l'événement, là, comme dans ta tête que tu aimerais faire? Ah ben c'est certain que moi les Olympiques, c'est certain que ça c'est mon OK. Wow, comment c'est dire beau. mon target, c'est absolument. Ah. Écoute, c'est vraiment super intéressant de te parler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je pense que peut-être que les gens il n'y en a pas de main levée ou de questions. Je vais juste On vérifier. a Ah, j'ai peut-être Jamila que une petite question. Merci d'être là. Je me demandais comment choisissez-vous votre équipe? Ah, voilà. ben, c'est certain, c'est une organisation comme Evenco, on a un département RH qui accumule beaucoup les résumés. À chaque année, on a une grande capacité de personnes temporaires ou des contrats qu'on prend pour les événements. Puis c'est souvent là qu'on va découvrir quelqu'un, puis la faire grandir dans l'entreprise. Mais ça passe par un CV pour des postes spécifiques. Mais toute manière de rentrer dans ces événements-là fait la différence. Fait que ce soit directement avec l'entreprise ou un fournisseur, ben, une fois que tu as le pied sur le terrain, si tu es capable de juste te différencier en disant OK, je te règle ça, occupe-toi-en pas, ben, c'est certain que ça passe pas inaperçu, là. Mhm. C'est beaucoup de questions de personnalité, justement, quand tu travailles avec un fournisseur aussi. Puis quand tu donnes comme tu disais tantôt, ton 110, 120%, t'es remarqué aussi, je pense, d'une certaine façon. C'est plus facile après de se faire, de se faire voir, j'imagine, hein, en titre par les employeurs potentiels. Ben, définitif, là. Puis, ouais,
Une bonne attitude, ça va très loin. Ouais. Ah, on a d'autres questions. Quelles sont les qualités d'un bon créateur d'événements? On l'a couvert un petit peu tout à l'heure. Euh, Ça, c'est une bonne question. Ben, l'empathie, puis quand je dis l'empathie, c'est pas juste le côté émotionnel, là, c'est comprendre justement le besoin de chacun des entités ou des départements. Euh, je, je- je pense que c'est important de se mettre dans la peau des autres personnes pour comprendre comment prendre une bonne décision. Fait que ce soit du côté revenu, leur but aux commandites, c'est pas en bon québécois, de faire chier, puis d'arriver avec un projet à la dernière minute. Ils veulent amener de l'eau au moulin. Fait que c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement, puis comment tu peux les aider. Puis ça va autant pour ton client que pour les clients internes, donc les différents départements, pour ton employeur, pour tes employés. L'empathie, ça, je pense, que c'est la clé d'être un bon créateur, peu importe c'est quoi le type d'entreprise. mhm. Une bonne écoute aussi. Je pense que écouter les Oui, ça, autres, c'est sûr que ça vient quels sont avec. leurs réels besoins, là? Oui, ben c'est ça. Si t'es empathique et t'écoutes pas, c'est pas vraiment de l'empathie, là. Une autre question qu'on a. Merci, Thierry, pour ta question. Marion Prou qui nous demande peut-être une petite question de ma part. Qui sont les fournisseurs investisseurs qui ont été les plus difficiles à convaincre dans vos projets passés, notamment comment vendre une idée unique et originale? Ça, c'est une bonne question, puis j'ai un exemple très concret. La ville de Ah, Vancouver, ça a été quelque chose. En fait, en toute transparence, on s'était fait demander de revenir au Canada, puis il y avait plusieurs villes aux yeux de la Formule 1, dont Vancouver. Et c'était les premiers sur la liste. Euh, Tout le monde autour de la ville voulait faire l'événement, sauf la ville. Ça l'a pris. Et, ils retournaient pas nos appels. On les a rencontrés. Ils s'en foutaient complètement. Malheureusement, on a mis de la pression en. Premièrement, on a trouvé quelqu'un qui était là pour faire rentrer les Olympiques en 1986, fait qu'il nous a grandement aidé dans notre stratégie de lobbying. On est allé rencontrer tous les grands joueurs de la ville pour qu'ils mettent de la pression sur la ville. Par la suite, on était allé rencontrer l'électorat pour qu'ils votent un projet pour faire rentrer l'événement. Donc, une fois qu'on avait fait le lobbying, qu'on avait été chercher les votes, mais la pression était sur le côté d'organisation d'événements de la ville, d'accepter euh, en fait les ordres de leur gouvernement et de leur peuple. Et des fois, c'est de comprendre par qui les décisions sont vraiment prises. En fait, n'importe qui est élu, la réponse est assez facile. Puis que mhm, ce soit des commanditaires, c'est la même chose. On avait une commandite pour une écurie de F1 et un commanditaire que je peux pas nommer et un écurie que je peux pas nommer, mais en gros, il fallait comprendre la motivation de la banque, c'était de faire de l'argent. Fait qu'on avait fait en sorte que le propriétaire de l'écurie puisse investir une somme de, évidemment, sa fortune dans cette banque-là. Donc, c'est toujours de comprendre en fait qui prend vraiment la décision puis comment elle était influencée. mhm. Merci, pour ta réponse. Ah, on a une autre question. Quelle est la période idéale pour annoncer un événement in-house event retail quand on veut pas nuire aux ventes régulières? Je comprends pas in-house event retail exactement, là, mais c'est certain, les, ça, c'est ton équipe marketing qui peut peut-être plus te guider, là. Je te dirais que dans le cas, mettons, des événements que j'ai pu faire partie de ces décisions-là, de comment on les mettait en vente, euh, c'est souvent en comprenant ton cycle de vente de billetterie. Donc, tout ton sponsorship va déjà avoir été en majeure partie réglé parce que tu veux pas aller en vente sans partenaire, tu n'as pas de l'air solide. Mais au niveau de la billetterie, euh, c'est pour essayer de maximiser premièrement la vue de ton partner. Fait que, advenant que le sponsor principal, je dis n'importe quoi, sa plus haute saison, c'est Noël, mais potentiellement que ton annonce, tu veux la faire au mois d'octobre pour aller maximiser son investissement sur son nom. Parce que dès que tu es en vente, c'est là que tu vas avoir le plus grand nombre de vues, le plus grand nombre d'articles.
sur un événement de première année, ça c'est certain. Sinon, c'est directement à la fin du premier cycle de la vente, mettons, après un événement. Il faut sauter tout de suite sur des discounts pour aller chercher la billetterie rapidement puis rentrer du cash flow. Mm. Ça répond bien à la question, je pense. Merci. J'ai une autre question, mais je suis pas très certaine de la comprendre. En fait, la personne dit qu'elle est plasticien. Est-ce que je dois obligatoirement me focaliser sur la création d'événements artistiques essentiellement? Je suis un plasticien. Je suis pas certaine que je pourrais répondre, moi, à cette question. Je ne la comprends pas plus. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Il y a deux mains levées. Ah, OK, on a deux Ah, mains levées. Attends, je vais aller voir. On a deux mains levées. Ah, il y a la mienne que je vais descendre à l'instant et celle de Monsieur Thomas ici. En fait, la meilleure façon de procéder, c'est vraiment de nous écrire un petit mot dans questions et réponses là, pour qu'on puisse répondre à la question. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais tout simplement nous dire en terminant qu'on n'aurait pas encore couvert, Philippe, que t'aimerais dire à notre clientèle, ou en fait aux gens qui nous écoutent, qui veulent aller vers l'événementiel? Il y en a qui sont pas certains, il y en a pour qui c'est peut-être une nouvelle carrière, il y en a d'autres que ils sont curieux. Euh, Est-ce que tu aurais un message à leur envoyer, à leur dire? mais en fait, longtemps, parce que je ne m'attendais pas à faire de l'événementiel dans ma vie, en toute transparence. Quand j'avais 16 17 ans, c'était un petit passe-temps, puis après, ça a pris une envergure pas mal plus élevée que j'anticipais. Euh, Puis la question que je me suis souvent posée, c'est est-ce que ça sert à quelque chose, tout ça? Puis je pense qu'avec le temps, le divertissement pour tout le monde, c'est super important. Puis si on s'en va vers un avenir où la technologie va dominer, puis que ce soit au niveau des ventes qui vont être faites en ligne, donc le, tu sais, les ventes en magasin vont de moins en moins être favorables, que ce soit par l'automatisation qui va quand même prendre tu sais, considérablement beaucoup d'emplois dans la manière qu'on la connaît maintenant. Je pense que des événements en personne, c'est difficile à battre. Puis l'énergie d'une foule, l'énergie de regarder tout le monde puis de célébrer quelque chose ensemble, c'est vraiment contagieux. Puis une fois que tu y goûtes, ben bizarrement, tu veux faire n'importe quoi pour recommencer. Puis je me souviens au début, il y avait beaucoup de... Parce que peut-être que c'était pas super bon pour ma santé, à quel point je travaillais fort. Mais il y avait un gros down après. Puis maintenant, évidemment, je le contrôle pas mal mieux. Mais c'est highly addictive. Puis une fois Mhm. que c'est dans tes veines, c'est difficile de t'en sortir, Ouais, de voir le monde heureux, de voir des ouais, créations prendre vie, parce que le bon vieux dicton Build it and they will come, ben once you build it, tu veux toujours être dans cette catégorie-là. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, même nos étudiants, tu sais, il y a un moment aussi où les étudiants bâtissent des événements et il y a toujours un down après l'événement. Il y a toujours un petit down, hein. Dans le post-mortem, tout le monde est comme, oh mon Dieu, on s'est tellement donné que là, ouais, je comprends bien ce que tu nous dis. Merci beaucoup. Il y a, il y a- En fait, il y a deux autres questions, je oui, pense, qui viennent ah oui, d'apparaître, là. OK, attends, je regarde ça. Ah oui, Désolé. tu as raison, tu as raison. Alors, d'abord, il y a Thomas qui, bon, une autre de ma part pour Philippe. Dans mon parcours, Ah, d'accord. quel marché as-tu trouvé les plus difficiles à satisfaire au niveau des événements entre le marché canadien-français et canadien-anglais? Au niveau difficulté, ben, c'est différent. Je pense que c'est pas une question de langue, mais plutôt vraiment d'emplacement et de régulation. Donc, les lois au Québec sont vraiment pas les mêmes que les autres provinces, que ce soit en Ontario, au BC, en Alberta ou ici. Ici, on a la Régie du bâtiment, donc des structures qui sont considérées légales ici ne sont pas en Ontario, puis vice-versa. Donc, de comprendre la réglementation, je pense que c'est ça le plus grand challenge. Donc, c'est pas vraiment une question de français-anglais, mais je suis certain qu'il y a un côté euh, business et corporate au niveau canadien-anglais qui t'amène potentiellement des plus grandes opportunités avec.
amener de l'argent d'ailleurs, vu que c'est en anglais. Donc, le Canada français, malheureusement, on a quand même un frein quand il y a des investissements étrangers, que ce soit la loi 101, qui fait en sorte qu'il faut s'exprimer en français, mais des fois, c'est difficile pour une entreprise qui n'a pas les ressources. Mhm. Fait que c'est un peu ça ma thèse Merci. là-dessus. La réponse. Si je comprends Oui, la question à Thomas, là, oui, c'est ça, j'étais en train de voir. Il est si artiste je peintre comprends et bien. plasticien. Ouais, ben moi, personnellement, dans tous les événements, il y a des budgets d'expérience, il y a des budgets pour amener des artistes locaux. Je pense que la meilleure manière pour Thomas euh, c'est, il va falloir que tu trouves une manière d'approcher des organisations qui peuvent pousser des artistes québécois et des choses comme ça dans des Mhm, événements. Fait que tu peux te ramasser à faire de la peinture ou du plâtre en live, puis créer une thématique autour d'événements. Il y a quand même des belles manières de marketer ça, là. mhm. Il y a des choses. Et notre dernière question, on a plusieurs questions maintenant. Francesca qui nous demande, quand on vous demande de faire un projet d'événement, par quoi vous commencez? Penser ou mettre sur papier? Vous réfléchissez, vous le mettez sur papier? Comment ça, c'est quoi le processus? C'est ce que je comprends que Francesca nous demande. Ben, dans le cas des courses, ça Étape part tout par le temps étape. par. Elle demande étape par étape, en fait, là, juste Oui, avant. oui, oui, ben, c'est ça. Dans le cas des courses ou des grands événements sportifs, souvent, ça va être les villes qui vont mentionner leur intérêt. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà des emplacements qui ont été ciblés. Donc, la première étape, c'est dans le cas que ce soit évidemment, je vais parler plus de pistes de course parce que j'ai fait 15 ans là-dedans, pareil. Euh, ben, ça va être de regarder comment je peux construire une piste en changeant le moins possible les infrastructures déjà en place. Et par la suite, une fois que ça c'est fait, est-ce qu'on est capable de mettre des infrastructures de revenus sur la ville? Euh, donc, que ce soit des gradins, des endroits pour créer des expériences, puis c'est de comprendre les coûts qui viennent avec ça. Donc, à partir du moment que tu as tes dépenses, une portion de tes revenus, ben là, tu peux dire, premièrement, est-ce que c'est même plausible d'avoir l'événement? Si ce ne l'est pas, c'est quoi l'investissement pour soutenir ça? Donc, il y a un grand travail budgétaire à faire avec ce projet-là. Puis une fois que ça, c'est déterminé, bien là, on peut rentrer dans organiser. Donc, aller chercher tous les fournisseurs nécessaires, aller chercher les supports économiques. Donc, quand il y a de la vente de billetterie, tu ne touches pas à l'argent tout de suite. Fait qu'il faut que tu ailles trouver du cash flow. La commandite, en fait. Oui. Ben, de la commandite, oui, mais il n'y a pas grand personne qui va donner Ou son argent avant que ça investisseur. arrive. Ouais. Il faut que tu trouves un regroupement qui sont prêts à prendre le risque. Puis ça peut prendre énormément de temps. Donc, il faut que tes documents, que tu aies des lettres d'intention des différentes organisations. Donc, l'organisation sportive, l'organisation qui s'occupe des droits commerciaux, la ville. Donc, il y a un écosystème complexe à convaincre avant d'aller convaincre un investisseur. Puis une fois qu'on a l'investisseur, ben là, après ça, faut livrer la marchandise. Merci. Puis là, étape par étape, on en aurait pour un bon 6 mois Oui, pour c'est toi. sûr, hein. Pour commencer, il faut réussir sans brûler les étapes, on dit. Bon, OK. Attendez, à quel point est-ce que votre parcours académique a été essentiel à votre carrière présentement? Je te dirais 100% essentiel. J'ai, pour croire que l'éducation est excessivement importante, il y a potentiellement un 90% des cours que j'ai eus qui m'ont servi absolument à rien. Mais le 10% qui a servi à quelque chose valait le reste du 90. Puis des fois, c'est pas évident à percevoir la valeur de l'apprentissage. Mais plus tard, tu réalises que c'est la perspective que ça te donne sur une situation. C'est pas juste la notion elle-même, c'est comment questionner une situation, comment l'approcher, puis aussi comment trouver des ressources pour t'aider. Donc, 100% mon éducation a été excessivement importante. Puis la plus récente, là, j'ai fait un certificat en droit des affaires. Ça donne encore une autre perspective sur comment prendre une décision, tout simplement. Merci. On a encore quelques questions. Deux questions, je pense que ça va être les deux dernières, d'accord?
Alors, Et, dirais-tu que le marché canadien-français est plus limité dans ce cas-ci? Là, je suis pas certaine dans cette oui et non. Ça, Oui, c'est pour revenir à la question de tantôt. oui, Euh, le marché canadien-français a une culture qui lui est propre. Donc, c'est comme une microéconomie dans le monde américanisé qu'on a en ce moment. Donc, et on a des investissements dans la culture québécoise qui sont importants, mais on a aussi une fierté. Je pense comme société, que ce soit notre star mania d'artistes québécois ou de personnes qui font partie de notre écosystème, je pense qu'il y a un respect qui fait en sorte qu'on a une chance d'avoir un pas avant le marché américain. Ça l'amène je pense, un amalgame de personnes qu'on peut voir à Hollywood qui ont des noms francophones. Ça l'amène du monde sur la scène internationale, au niveau sportif aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment chanceux. Oui, il y a des limites à cause des investissements étrangers au niveau oui. sponsorship, Mhm, mhm. mais le fait que ce ne soit pas aussi gros et contraint au reste de la culture, ben, on a une super belle manière d'entrer dans le marché. Merci. Et notre dernière question de Shakib, concernant les commandites, est-ce qu'il est mieux de les mettre en compétition de visibilité ou sélectionner soi-même qui mettre en valeur le cash ou l'image? Écoute, au niveau des commandites, je pense que le plus important, puis si tu regardes, il y a des commandites en Formule 1 qui sont très évidentes. Là, il y en avait une il y a quelques années qui commanditait une voiture, elle n'a jamais perduré. Donc, ils ont amené beaucoup d'argent sur la table, mais finalement, il n'y avait pas de profondeur à l'entreprise. Je pense que c'est important de comprendre plus que le cash, mais la valeur que ça l'amène autant des deux côtés. Euh, et puis, si ce mutuel-là et ce respect-là est mutuel, ben, la valeur long terme est beaucoup plus grande que le cash qui est mis à l'année 1. Parce que Mhm, ce commanditaire-là va te donner une crédibilité, va t'amener d'autres commanditaires, va t'amener potentiellement d'autres personnes à la table que tu n'avais pas anticipé. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir les valeurs euh, dans la même direction et claires. Au-delà de oui. l'argent, s'il n'y a pas de transparence, ça ne marchera pas. Puis j'ai plein d'anecdotes à ce sujet-là, mais il y en a beaucoup qui sont très bons pour dire je vais t'arriver avec de l'argent, mets mon nom partout, puis qu'ils ne payent pas. Mhm. OK. C'est pas toujours des bons commanditaires, en fait. Euh, Philippe, écoute, un immense merci. Merci de cette belle discussion très, très inspirante. Ton parcours, puis ton leadership, vraiment, ta vision stratégique, tout ça, c'est très motivant pour tous ceux qui t'écoutent, j'en suis certaine. On est très fiers, nous, de te compter parmi nos nouveaux conférenciers chez Zoom Academy et pouvoir aussi bénéficier de ton expérience, bien évidemment. Alors, bon, évidemment, je te renomme, tu es directeur principal de production chez Evenco. Tu supervises les festivals, les salles importantes comme le Centre Bell et la place Bell aussi. Mais je sais aussi que tu as une approche très humaine et tu as une très grande expertise. Alors, merci encore pour être là avec nous aujourd'hui pour partager cette expérience-là. Et puis, ben nous, évidemment, on a une prochaine formation qui s'en vient le 21 octobre prochain. Si les gens veulent participer, peuvent demander de l'information auprès de nos conseillers aux admissions, voir comment ça fonctionne à l'école. Et puis, c'est toujours en nous écrivant à inscription@commercialzoomacademy.com que ça peut se faire. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions et puis on a bien hâte que tu te joignes pour ta première conférence avec nous chez Zoom. Absolument. Merci. Merci à toi. À bientôt. Bonne Merci tout soirée. le monde d'avoir été avec nous. Et je vous Puis, invite à notre prochain webinaire le mois prochain. On vous donnera un autre rendez-vous. À bientôt. Bye puis bye. il y a les Canadiens qui jouent ce soir, fait que vous pouvez les regarder. C'est quand même euh, dans Oui, notre organisation. génial. On va écouter ça. All right. Salut. Bye bye. Bye Merci. bye.